aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, donc le 5e volet en fait de mon parcours, consacré donc à la naissance de la ville moderne, à la même époque. Parce qu'effectivement, pendant que nos penseurs sont en train de phosphorer à l'idée d'une cité idéale à venir dans le futur, dans le concret, à ce moment-là, au même moment, la ville moderne est en train de naître en Europe, principalement, bien sûr, et puis donc se produisent sous les yeux de ces réformateurs des transformations profondes de la ville réelle, que je vais donc un peu évoquer là en début de cours. Et donc vous voyez qu'ensuite je compte consacrer l'essentiel de mon cours à ces deux exemples un peu archétypaux, on pourrait dire, de la croissance urbaine et de la transformation urbaine au XIXe siècle, que sont donc Barcelone et le Paris que nous connaissons, le Paris de Haussmann. J'avais prévu dans mon topo de traiter aussi de la naissance de la ville américaine à partir de l'exemple de Chicago, qui est peut-être aussi le plus représentatif, la plus américaine des villes américaines, on pourrait dire, de Chicago. Mais bon, me connaissant, je pense que j'aurai pas le temps. Donc, si je fais les deux premiers points, ça sera bien. Voilà, pour aujourd'hui. Et une petite introduction quand même, que j'ai intitulé « Du chaos urbain au plan régulateur ». C'est ça, là, en fait, la problématique d'aujourd'hui. C'est que ce que nous allons voir, c'est comment un certain nombre de pays ou de villes vont essayer de répondre à la croissance urbaine en cours en mettant en place une nouvelle vision de la ville et en même temps une sorte de planification, même si le mot est un peu, pas tout à fait de l'époque, un peu anachronique, mais malgré tout, nous pourrons l'employer. C'est l'idée d'une sorte de planification urbaine qui se fait jour à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que va naître précisément le mot même d'urbanisme, c'est-à-dire l'art et la manière et les méthodes pour aménager ou construire des villes. Ce mot-là est né ce mot est né et ce concept est né à ce moment-là. Évoquons quand même le point de départ, c'est-à-dire ce que j'appelais le chaos urbain. Effectivement, nous sommes à l'époque là. Première moitié du 19e, milieu 19e, où la révolution industrielle est en cours, s'accélère. Nous entrons de plein pied dans ce qu'il est convenu d'appeler l'ère industrielle, vraiment, dont les prémices se sont déroulées au 18e en Angleterre, par exemple, mais qui là bat son plein. Donc, il y a un certain nombre de villes qui vont être complètement chamboulées par l'arrivée de l'industrie, d'abord dans les faubourgs de ces villes, mais aussi parfois au cœur même des villes, dans l'espace urbain existant, et en même temps l'arrivée du chemin de fer, qui est un des facteurs majeurs aussi de la transformation urbaine à ce moment-là, à la fois parce que le chemin de fer pénètre jusqu'au cœur des villes, et en même temps parce qu'il permet d'amener la population de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, à tout point de vue, le chemin de fer est un facteur de bouleversement total de l'espace urbain au cours de ce 19e siècle. Alors, chaos urbain donc provoqué par l'éruption de l'industrie, par l'arrivée de plus en plus nombreuses de populations nouvelles dans les villes, et où vont-elles se loger ces populations qui arrivent du fin fond des campagnes, soit d'abord des alentours, puis de plus en plus de façon lointaine. Elles se logent d'abord dans l'existant, c'est-à-dire dans le tissu urbain qui existe, c'est-à-dire le tissu urbain ancien. La ville du 19e siècle dont nous parlons, c'est d'abord la ville héritée du 18e, donc avec ses ruelles, ses maisons enserrées, ce manque d'espace, comme le Paris de la Révolution par exemple. Donc il y a une accumulation de population dans des conditions indignes souvent, et vous savez que ces villes constituent autant de foyers, souvent les grandes villes, de foyers infectieux qui voient naître de grandes épidémies. Donc d'un point de vue hygiène d'abord, il faut remédier à ces problèmes-là. Et puis si elles ne trouvent pas de place au cœur des villes, elles vont s'accumuler autour. Et donc naît ainsi de façon spontanée et sans organisation préalable ce que nous appellerons plus tard la banlieue, mais qui est d'abord un phénomène tout à fait incontrôlé, et pas du tout organisé, pas du tout pensé en tout cas. Alors donc, de ce développement anarchique conduit à une véritable, une ville défigurée par l'irruption de cette nouveauté. Et voilà par exemple ici une gravure de 1836 dessinée par
un célèbre architecte et historien de l'architecture anglais qui s'appelle Pugin, Augustus Pugin, qui a vécu en gros pendant la première moitié du XIXe siècle et qui est un des premiers à s'indigner de l'état dans lequel se trouvent les villes avec l'éruption donc de l'industrie. Et vous voyez comme façon très significative, il oppose dans ces deux gravures que j'ai juxtaposées la ville médiévale en haut et puis ce qu'elle est devenue à l'ère vers 1830 ou 1840 en Angleterre, qui est le pays le plus avancé sur le plan industriel. La ville est complètement submergée, on pourrait dire, par les manufactures, les cheminées des machines à vapeur, l'industrie, bref, et toutes les transformations qui vont avec. Donc, ça va générer cet état de fait, ce chaos urbain que j'ai mis dans mon titre, va générer auprès d'un certain public, notamment un public éclairé, cultivé, une réaction, une violente réaction qu'on pourrait qualifier d'anti-moderne, hein, qui s'élève contre les dégâts, on pourrait dire, les dégâts de l'industrie à ce moment-là. Et qui va donc générer tout un courant de pensée qui va s'affirmer tout au long du siècle, qui voudrait retourner à l'ère pré-industrielle, retrouver l'esprit des villes anciennes et qui s'élève avec force contre l'état des lieux à ce moment-là. Donc il va y avoir, notamment dans les pays en Angleterre, mais aussi de manière plus générale dans les pays de l'Europe du Nord, tout un courant qui va s'affirmer comme ça, donc je répète, un peu anti-moderne, et qui prône une croissance urbaine conforme à ce qu'est, à leurs yeux, la tradition de la croissance urbaine, c'est-à-dire une croissance qu'ils appellent, certains d'entre eux, organique, c'est-à-dire, en employant la métaphore un peu physiologique du corps humain, une ville comme un organisme humain qui connaît une enfance, une adolescence, une maturité, et qui s'accroît lentement, de façon sereine, on pourrait dire, de façon naturelle, et qui donc arrive à un stade de maturité urbaine où elle s'épanouit et où elle donne les formes les plus belles qu'ils analysent, qu'ils observent. Et parmi leurs modèles, il y a en particulier donc non seulement la ville médiévale britannique, mais aussi la ville italienne, par exemple, ou certaines villes allemandes, etc. Il y a comme ça tout un corpus de villes européennes qui constituent à leurs yeux un idéal à retrouver, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi que naît donc tout un courant dont Pugin est un peu le promoteur, que les Anglais appellent le Gothic Revival, que nous pourrions appeler le néo-gothique, un courant néo-gothique. Donc Gothic Revival, c'est-à-dire le retour, la renaissance du gothique. Pour eux, donc, l'âge gothique a été un âge quasi idéal, quasi miraculeux de l'histoire urbaine, et il s'agit de retrouver, sinon la forme totale de cette période-là, au moins l'esprit. En particulier, donc, cette idée que la ville est un organisme vivant qui doit obéir à des règles donc, de fonctionnement naturel, avec le respect du tissu, puisqu'on continuons à utiliser la métaphore du corps humain. La ville est aussi constituée d'un tissu, et ce tissu, il s'agit de le préserver. Ce tissu, il est constitué de l'habitat, des rues qui le desservent, des placettes ou des places qui se sont développées de façon plus ou moins spontanée au cours des temps, devant certains bâtiments, soit l'hôtel de ville, soit la cathédrale. Vous voyez, ils font comme ça un inventaire des formes urbaines qui ont présidé à la formation des villes traditionnelles européennes. Et ils voudraient retrouver cet esprit-là. Et donc ils vont combattre les formes les plus, je dirais, modernes, inspirées par la machine, qui découlent de la révolution industrielle. Parmi ces penseurs, il y aura successivement, par exemple, John Ruskin, qui est un intellectuel, un essayiste et un historien de l'art considérable, hein, qui a beaucoup influencé la pensée européenne à ce moment-là, britannique et européenne, mais aussi je pense à William Morris. William Morris qui a contribué à fonder le mouvement Art and Craft, et donc qui a essayé de promouvoir aussi le retour à une forme d'artisanat
plutôt que les productions industrielles médiocres. Je passe, parce que ça, ça demanderait un développement beaucoup plus important. Et puis j'en arrive ici à un ouvrage fondamental qui est paru en 1889 sous la plume d'un architecte autrichien, dont vous voyez le nom, Camille Ossite. Alors, j'ai jamais su comment prononcer, s'il y a des germanistes parmi vous, il doit y en avoir. Comment Le reste c'est Zite. Zite. Voilà. Bon, voilà. Donc, cet auteur, en tout cas, est très connu pour avoir justement publié un livre qui est traduit en français par L'art de bâtir les villes, et où vous voyez que justement l'éditeur a choisi comme modèle ici un modèle de place italienne. Hein, c'est la place, la Piazza delle Erbe de Vérone. La Piazza delle Erbe, comme son nom l'indique, c'est la place des herbes, c'est-à-dire la place du marché en fait. Dans beaucoup de villes italiennes, vous avez une Piazza delle Erbe au centre, qui est la vieille place du marché, et vous voyez qu'elle est entourée de bâtiments, soit médiévaux, soit de la Renaissance, soit de baroque, vous voyez, et c'est ce mélange produit par l'histoire de la ville qui fait le charme et la qualité de ces espaces urbains. Donc voilà, il y a tout un courant de pensée comme ça qui va s'affirmer et qui va aussi produire des choses au XXe siècle. Et on pourrait dire que jusqu'à aujourd'hui, on retrouve ce courant-là. Et dans les débats d'aujourd'hui sur la ville d'aujourd'hui et de demain, on retrouve cette problématique. Voilà. Alors, parallèlement, bien sûr, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là que naît véritablement donc la notion, le concept d'urbanisme, notamment à partir des exemples de Paris et de Barcelone. Donc je les traiterai là maintenant, avec donc d'une part ce que j'appelle la mise en ordre de la ville, qui est le premier souci de Napoléon III et de Haussmann, son préfet, et puis la croissance urbaine planifiée, c'est-à-dire le plan régulateur pour l'extension de Barcelone qui est proposé par Ildefons Cerda, qui donc le propose à partir de 1859, lorsque la ville de Barcelone, comme nous allons le voir, décide un plan d'extension qui va véritablement révolutionner son espace. Voilà, pour commencer donc le plan d'extension de Barcelone, qui donc est décidé suite justement à la croissance explosive de Barcelone. Voilà un plan qui vous montre à quoi ressemblait Barcelone au début du XIXe siècle, avant la croissance industrielle. Et vous voyez que donc elle était enserrée dans ces vieilles murailles, ici les murailles héritées du XVIIIe siècle, avec sur le côté une formidable citadelle militaire qui surveille la ville, car il faut savoir que dans l'histoire urbaine et nationale de la Catalogne, et c'est très important, y compris aujourd'hui, il y a une date fatidique, je crois que c'est le 12 septembre 1714, le jour où la ville de Barcelone a dû capituler à la fin de la guerre de succession d'Espagne, qui a vu les Bourbons, la branche espagnole des Bourbons, s'installer au pouvoir en Espagne suite à cette guerre qui a mis au prix de la France avec d'autres puissances. Et donc la ville de Barcelone avait fait le mauvais choix, et elle s'est opposée aux Bourbons, et elle a été sévèrement punie. Elle a subi un siège de 13 mois, puis elle a été flanquée d'une citadelle d'où on pouvait la bombarder facilement. Et ça a été une humiliation nationale pour les Catalans, eux qui ont été, n'oubliez pas, on a tendance à l'oublier, mais la Catalogne a été au cœur de la Méditerranée pendant des siècles. C'était une puissance méditerranéenne, la Catalogne, l'Aragon et la Catalogne. Et donc, se retrouver en situation de sujétion par rapport au pouvoir des Bourbons à Madrid a été vécu comme une humiliation extraordinaire. C'était le début des grands ressentiments de la Catalogne vis-à-vis du centralisme bourbonien, puis espagnol de manière générale. Et vous savez ô combien c'est d'actualité aujourd'hui. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Et si vous allez en Catalogne au mois de septembre, chaque année, vous verrez que dans toute la Catalogne, au balcon, on déroule le drapeau de la Generalitat, qui symbolise donc l'histoire pluriséculaire de la Catalogne.
Alors, tout ceci pour dire que Barcelone a beaucoup souffert à ce moment-là, et que donc elle était enserrée dans ses murs, alors que sa population s'accroissait de façon un peu vertigineuse, grâce justement à l'industrialisation. Car si Barcelone a été humilié, il n'empêche que quand même l'esprit d'entreprise catalan a subsisté. Et dès qu'il a pu trouver une brèche, il s'est développé. La brèche, c'est début 19e. Début 19e, le pouvoir royal de Madrid lâche un peu la bride et laisse les Catalans revenir vers l'Amérique. Parce que au XVIIIe siècle, suite à leur défaite, il leur a été interdit de commercer avec Cuba et les colonies d'Amérique. Donc ça a été bon, pour la Catalogne une perte considérable. À partir du moment où ils reçoivent de nouveau l'autorisation de commercer, de s'implanter, d'investir dans les terres d'Amérique, qui étaient encore possession espagnole en partie, ils vont trouver un champ d'expansion extraordinaire. Par ailleurs, ils ont développé l'industrie dans les vallées catalanes, où ils utilisent l'eau, etc. Donc on a toute une industrie qui se développe en Catalogne, soit dans les vallées pyréennes, soit à Barcelone, et en particulier à Barcelone, ils viennent s'accumuler à l'intérieur de ces murs qui sont toujours là et qui enserrent la ville et l'empêchent de s'étendre à l'extérieur. Ce qui fait que à partir de 1840 ou par là, il va y avoir une campagne qui va être menée. Abattons les murs, quoi, en gros, hein, avec un mot d'ordre, il faut abattre les murs et que Barcelone se libère de ce carcan. Ça sera finalement décidé vers près de 1850 en gros. Donc on décide à la fois de commencer à araser les murs et à imaginer maintenant une extension de Barcelone. Et un grand concours est organisé, qui est donc organisé par les autorités de Barcelone et qui va donc donner lieu à diverses propositions. Alors je m'excuse, je reviens un peu en arrière. Bon, vous reconnaissez, si vous connaissez Barcelone, je pense que beaucoup d'entre vous ont visité Barcelone, vous voyez au cœur de la vieille ville la fameuse Rambla, hein, qui descend ici vers la mer, qui est toujours un centre névralgique de la vie de la ville, qui partage la ville historique en deux parties, hein, qu'on appelle en particulier ici le quartier gothique, hein, dans cette partie-là. À propos, si vous êtes touriste à Barcelone, tout le monde connaît ce quartier qui est rempli de bistrots et de lieux où sortir et qui s'appelle la Barceloneta. La Barceloneta, en fait, c'est un quartier qui a été construit au XVIIIe siècle lorsqu'on a édifié la citadelle ici. On a chassé les habitants qui habitaient là et on leur a construit un nouveau quartier pour eux, un quartier pauvre avec des ruelles étroites qui est devenu un quartier de pêcheurs en gros à l'époque et de marins. Voilà. Donc ces petits rappels pour vous situer un petit peu le cadre géographique dans lequel va se situer cette expansion. Et dans un premier temps, le vainqueur, le lauréat du concours, ce n'est pas Cerda, mais c'est un autre architecte, urbaniste, vous voyez, qui s'appelle Antoni Rovira et Trias, qu'on a oublié un peu, mais qui propose un plan tout à fait plausible, qui donc suppose l'arasement des murailles, mais ça c'est commun à tous les plans, hein, comme partout en Europe, on arase les murailles médiévales ou anciennes, et on établit des boulevards à la place. Donc on les voit apparaître ici, avec une grande esplanade à la jonction de la ville ancienne et de l'expansion supposée, qui correspond à ce qu'est aujourd'hui la place de Catalogne. Donc on retrouve cette constante à peu près tous les plans. Ce qui a remarqué, c'est qu'on a une croissance en éventail autour de cet anneau de boulevard. Vous voyez, chacune des parties est conçue un petit peu comme une partie d'un éventail qui entourerait la ville ancienne. Et ça fait étrangement penser à ce qui se passe exactement au même moment à Vienne. La Vienne, si vous connaissez Vienne, la capitale de l'Empire d'Autriche, la ville ancienne, la ville du médiéval et la ville baroque, est ceinturée aujourd'hui par une ceinture de boulevard qui précisément s'appelle le ring, c'est-à-dire l'anneau, qui a été décidé par François-Joseph à la place des anciennes fortifications qui protégeaient la ville jusqu'au début du XIXe siècle. Et le long de ce ring, qui est devenu une ceinture majestueuse, on a vu s'implanter tout un tas de bâtiments de
de prestige, comme l'opéra de Vienne, le célèbre opéra, centre de la vie mondaine et culturelle de la ville, ou bien le Parlement, l'hôtel de ville, le Burgtheater, enfin bref, tout ça de bâtiments de prestige vont s'implanter le long de ce ring qui va définir la nouvelle image de la ville. Donc on part un peu sur le même schéma, vous voyez, dans ce plan proposé pour Barcelone. Mais finalement, ce plan ne sera pas retenu et c'est Madrid qui impose le plan de Cerdà, que voici. Voici Cerdà, donc, qui est le vainqueur final de ce concours, par l'intermédiaire de la capitale, qui impose finalement ce plan aux Barcelonais. Encore une fois, vous voyez comment Barcelone est traitée par Madrid, par le pouvoir central. Ça explique bien des récriminations à propos du plan que Cerdà va proposer, puisque c'est pas celui que les autorités locales avaient choisi au départ. Vous voyez, il y a souvent dans ce genre de scénario des crispations inutiles, parfois, qui s'installent. En tout cas, voilà qui est l'auteur du plan qui sera adopté. Alors, qui est Cerdà? Mais Cerdà, c'est un Catalan, lui, il vient pas de Madrid, mais il a été formé à Madrid. C'est un ingénieur des ponts et chaussées, qui a été formé à l'école des ponts et chaussées de Madrid, qui a pris le modèle de l'école française. C'est le modèle français d'enseignement supérieur et d'école d'ingénieurs a été souvent adopté à l'étranger, notamment en Espagne. Et donc, il a été formé, je dirais, à la française, dans une école calquée sur le modèle français des ponts et chaussées. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à propos de Cerdà que j'aurais oublié d'important? Non, mais disons qu'il propose son plan en 1859 et il est amené à le modifier suite aux observations qui lui sont faites par les autorités de la ville. Et donc c'est véritablement vers 1863 qu'il va entrer en application. On est exactement contemporain, je vous le fais remarquer, de ce qui se passe à Paris. Donc il y a une espèce de parallélisme, vous voyez, aux yeux des observateurs en Europe à l'époque. Ces deux modèles urbains qui sont en train de se développer sont tout à fait intéressants et significatifs. Alors, voilà une citation pour situer un petit peu son état d'esprit. Et je crois que c'est intéressant de lire ce petit passage. J'ai compris que l'application de la vapeur comme force motrice marquait la fin d'une époque et le début d'une autre pour l'humanité. Les exigences de la nouvelle civilisation dont le caractère particulier est le mouvement et la communicativité. Aujourd'hui, tout est mouvement, expansion, communication. Donc, vous voyez comment il a très bien intégré la nouvelle donne de la civilisation urbaine, c'est-à-dire l'irruption de la machine à vapeur avec tout ce que ça entraîne, notamment au niveau des transports intra-urbains. Et justement, nous allons voir que dans son plan, le chemin de fer est complètement intégré dès le départ, et non pas comme un ajout postérieur. Ensuite, ce qui est intéressant de noter, c'est la fin. L'objectif central est d'atteindre l'harmonie qui règne dans l'urbanisation rurale entre l'indépendance de la famille et la jouissance de la sociabilité. Donc il y avait chez lui, un esprit humaniste, on pourrait dire, en tout cas l'idée que la réforme urbaine et ce qu'il appelle l'urbanisation doit aboutir à une sorte d'harmonie sociale. Donc là, on voit qu'on est quand même dans le même état d'esprit que les grands réformateurs sociaux que nous avons vus dans les séances précédentes. Même si on ne peut pas le taxer de véritablement socialiste, il ne l'est pas. Mais dans l'esprit, il est quand même dans cette volonté de chercher à la société une assise qui assure une harmonie sociale face aux défis de cette industrialisation qui voit bien, où on voit bien que se dessinent des forces sociales antagonistes, même sans être marxiste. On voit bien qu'il y a une montée en puissance d'une bourgeoisie d'industrie, d'affaires, de banques qui domine la société et l'économie, et que s'accumulent des masses qu'on appellera bientôt prolétaires, mais des masses d'ouvriers, de travailleurs, qui ont souvent des salaires misérables ou
très peu élevés. Et donc il y a forcément des antagonismes sociaux qui peuvent être très violents. Et Barcelone n'en manquera pas. Hein. Lisez le livre des prodiges, par exemple, c'est vraiment une évocation du développement de Barcelone qui est tout à fait intéressante. Oui. Alors voilà le plan d'extension qui est proposé par Cerda, finalement, à la suite donc de ce concours de 59-63. Ce qu'on appelle en espagnol l'ensanche, littéralement l'extension, et qui se dit en catalan eixample. Hein, c'est l'équivalent en catalan. Donc quel est le principe? Le principe, vous le voyez, c'est une extension, je ne dis pas illimitée, mais considérable en tout cas, de l'espace urbain à partir d'un maillage orthogonal, que vous voyez bien là, je pense à l'image. Hein. Vous voyez le plan orthogonal organisé par grands îlots qu'on appelle en espagnol des manzanas, qu'on appellerait en anglais des blocs, si c'était en Amérique par exemple, que nous appelons nous des îlots. Hein, voilà, les îlots, c'est le mot qui convient pour nous. Donc vous voyez que le principe est d'installer donc un maillage régulier de ces îlots qui déterminent des grands axes de circulation qui sont hiérarchisés par un peu comme des sous-affluents, et si on prend l'image des fleuves, vous voyez des sous-affluents, des affluents et fleuves principaux qui viennent alimenter quelques grands axes qui sont censés irriguer l'ensemble urbain, notamment, vous voyez, ces grandes diagonales, cette avenue porte toujours ce nom, hein, la diagonale, ici, ou bien celle-ci, vous voyez, qui sont censées se rejoindre, former un immense carrefour ici, au cœur de la nouvelle ville envisagée. Vous remarquez donc autour de l'ancienne ville ancienne a été réalisé, enfin on propose de réaliser donc une série de boulevards qui l'entourent, comme dans le plan lauréat. Et puis, chose intéressante aussi, vous voyez que est conçu ici, à l'embouchure du fleuve qui se jette ici, qui s'appelle le Bessos, un grand parc urbain susceptible d'accueillir donc les loisirs d'une partie, en tout cas, de la population de la nouvelle ville. Alors vous remarquerez, je reviens un peu en arrière, qu'il emploie pour la première fois ici le terme, c'est la première fois qu'on le voit apparaître hein, dans la littérature de l'époque, ce mot de urbanisation en espagnol, qu'on peut entendre de deux manières. C'est à la fois le phénomène en cours, l'urbanisation, c'est ce qui se passe, c'est le développement urbain, et c'est en même temps la méthode qu'on utilise pour accompagner ce développement, les deux choses. Et en même temps, je dirais même qu'aujourd'hui, il y a un troisième sens, si vous parcourez l'Espagne, vous remarquerez que souvent il y a des extensions urbaines avec des grandes publicités, que ce soit aux alentours des villes ou bien dans les zones touristiques, qu'on appelle précisément urbanisation, et qui portent le nom. Comme nous dirions, l'équivalent, ce serait résidence ou lotissement ou ensemble résidentiel, vous voyez, ce serait notre équivalent dans le vocabulaire d'aujourd'hui. En tout cas, voilà déjà donc apparaître ce terme qui va faire florès, il va devenir un terme générique pour désigner l'art et la manière, la méthode, les méthodes qui conviennent pour aménager une ville soit. Alors revenons à notre plan général et voilà maintenant de plus près sur une image un peu en 3D à quoi devait ressembler ce maillage par grandes manzanas qui devait avoir en théorie 113 mètres de côté. Vous voyez, c'était donc des carrés de 113 mètres de côté qui n'étaient pas entièrement construits. Le souci de Cerda, c'est précisément de ménager des espaces verts à l'intérieur de la ville. Choses qui seront reprises dans l'idée des cités-jardins plus tard, à la fin du siècle. Mais vous voyez que aucune de ces manzanas ne sont entièrement remplies de bâtiments. Les bâtiments sont en bordure et ménagent à l'intérieur
un espace vert de type un peu privatif probablement, mais en tout cas à l'abri de la circulation, qui à l'époque n'est pas la circulation automobile, hein, c'est la circulation hippomobile ou des tramways, mais pas du tout l'automobile. En tout cas, dans son esprit, les immeubles ne devaient pas dépasser 4 étages, et dans chaque parcelle, le bâti ne devait pas dépasser 28%, 28 ou 30% au maximum. Vous voyez, donc laisser pratiquement 70% libre pour des espaces parcs, espaces de loisirs, de jeux, etc. Voilà un petit peu le principe qui avait été adopté, et vous voyez que chacune des manzanas en question pouvait avoir un dispositif différent. Soit, vous voyez ici, en bordure du carré, ou bien en forme de fer à cheval ici, plus ou moins, vous voyez. Il y avait donc divers dispositifs de manière à varier à l'intérieur de l'espace urbain l'implantation des immeubles. Voilà de plus près à quoi ça pouvait ressembler. Vous voyez le bâti ici, l'espace intérieur préservé, et puis c'est pas coupé, car dans son idée, il fallait pratiquer, bâtir les immeubles comme ça en pan coupé, non pas en angle droit, de manière à aménager une petite place, vous voyez, au carrefour, de manière à ce que la ville respire encore mieux, vous voyez, voilà un petit peu son idée. Ce principe est resté. Si vous baladez aujourd'hui dans Barcelone, dans l'Ensanche, vous verrez que justement, pratiquement tous les carrefours sont à pan coupé. C'est l'héritage de Cerda. Et puis donc, il prévoit une voirie adaptée désormais aux techniques d'aujourd'hui, avec en particulier sur les principales avenues, une voie centrale dédiée au transport collectif. Ici, vous voyez une locomotive, chemin de fer, donc nous sommes en 1860, c'est quand même les débuts du chemin de fer. Donc tramway ou voies ferrées peuvent traverser ou suivre ces avenues. Certaines peuvent être enterrées, et ça va être le principe retenu pour le chemin de fer principal. Et puis tout un système d'égouts, d'évacuation des eaux usées, des eaux pluviales, qui donc participent à l'assainissement général de la ville. Les questions d'hygiène vont devenir centrales dans la conception de la ville moderne. Et Barcelone en est un bon exemple. De même qu'on implante des arbres, vous voyez. Donc il y a tout ça qui participe de l'esprit hygiéniste. Alors voyons de plus près maintenant un plus gros plan sur le cœur de la ville. Donc qu'est-ce que est devenue la vieille ville? La voilà, ceinturée par ces boulevards qu'on appelle à Barcelone les rondas. C'est le mot espagnol, les rondas, pour notre boulevard. Et bien sûr, on trouve ici la Rambla qui descend vers la mer. Mais vous remarquerez qu'il y a également quelques percées qui sont prévues, je dirais, à la manière haussmannienne. Quelques percées à l'intérieur du tissu médiéval pour l'aérer et le rendre plus fonctionnel. De même qu'on implante, vous voyez ici des marchés. Ici c'est un marché. Pour ceux qui connaissent la ville, c'est aujourd'hui le célèbre marché de la Boqueria, qui est mondialement connu, qui est devenu un point d'attraction absolument extraordinaire pour les voyageurs du monde entier. Voilà, en gros, et vous remarquez là, dans ce gros plan, que précisément, comment le dispositif de l'habitat est différent, ou varie en tout cas, d'une partie à l'autre, de manière à ne pas créer trop de monotonie dans ce maillage. Voilà aussi une grande avenue qui s'élance à partir de cet espace qui va devenir la célèbre place de Catalogne ici. Et ça c'est l'université. Ça c'est le Paseo de Gracia, qui est devenu un peu les Champs-Élysées de Barcelone. Je vais en parler un peu maintenant. Et puis vous voyez également l'arrivée du chemin de fer, ici qui vient irriguer le cœur de la ville. Ce chemin de fer, il est supposé enterré, il circule en tunnel. Donc déjà, vous voyez, on anticipe sur le système de transport moderne qui donc est censé irriguer une ville, mais surtout dans un réseau souterrain, ce qu'on appellera plus tard le chemin de fer métropolitain, donc le métro. Et voilà un bel exemple de ces pans coupés sur l'avenue la plus prestigieuse de Barcelone,
c'est la célèbre Pedrera de Gaudi qui a été bâtie, elle, non pas à l'époque de Cerdà, mais 50 ans après. Hein, ça date du début du XXe, cet immeuble. Mais c'est un des immeubles les plus célèbres de Gaudi. Et j'en profite pour dire que précisément, ce qui va se passer, c'est que précisément, la bourgeoisie barcelonaise va jeter son dévolu sur ces nouveaux quartiers. Et là où Cerdà imaginait un peu naïvement qu'il allait y avoir un mélange de population entre les riches et les modestes, en fait, assez rapidement, en tout cas dans cette partie-là de la ville, autour du Passeig de Gràcia, va donc venir s'accumuler la haute bourgeoisie de Barcelone, qui va se faire construire des hôtels particuliers qui sont toujours là et qu'on visite. Hein. Certains sont visitables, comme ici, la Pedrera. Oui, voilà, je disais, donc c'est dans cette nouvelle partie de la ville que vont venir s'installer les bourgeois de la ville et y investir aussi. Donc ces quartiers vont devenir très rapidement une spéculation immobilière importante. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit très bien que, en fait, cette partie de la ville a été très fortement densifiée. Et imaginez, vous voyez, des îlots aérés, comme je vous ai montré au départ. On est arrivé à des îlots extrêmement denses, où plus aucun pouce de terre. Donc, on atteint des densités beaucoup plus grandes que celles que Cerdà imaginait. Vous voyez le raccordement avec les anciens villages qui ceinturaient à quelque distance la ville de Barcelone, qui vont être l'objet d'un nouveau plan d'agrandissement dont je vais vous parler maintenant. Alors, vous voyez ici la diagonale, célèbre diagonale, et puis ici le Passeig de Gràcia, justement, et l'immeuble de Gaudi, c'est celui-là, vous voyez là, on reconnaît à ces puits là, de lumière à l'intérieur de l'immeuble ici. Voilà, c'est ça la Pedrera de Gaudi. Et la Sagrada, elle est quelque part par là à droite, hein, dans ce quartier-là, par là, ici. Voilà, encore une vue assez saisissante où on voit très bien la densification de ces îlots qui n'a plus rien à voir avec l'esprit. Moins le schéma général de circulation. Et notre événement qui va contribuer au développement de Barcelone à ce moment-là, c'est l'organisation d'une exposition universelle en 88, vous voyez, à l'emplacement, et symboliquement c'est important, à l'emplacement de la citadelle. Là où il y avait la citadelle voulue par les Bourbons, elle va être démolie, arasée, on va créer un parc, et c'est là qu'on va installer l'exposition de 1888 qui va faire un peu l'orgueil et la gloire de Barcelone à ce moment-là, et l'installer dans les grandes métropoles modernes comme ses équivalents européens, comme Londres, Paris, qui organisent eux aussi ou Vienne, leurs grandes expositions universelles, ou aux États-Unis, Chicago, Saint-Louis, à la même époque. C'est organiser l'expo universelle, encore plus hier que ça ne l'est aujourd'hui, signifiait vous situez vraiment dans la comète des grandes métropoles modernes, ouvertes à la modernité. Donc voilà une vue aérienne prise à ce moment-là. J'imagine qu'elle a été prise de ballon, mais j'en sais rien, parce que c'était avant l'aviation. Hein. En tout cas, vous voyez le périmètre de l'expo, et vous remarquez que subsiste entre cette expo et ce nouveau quartier qui a été aménagé autour, et la mer, un énorme quartier industriel dont on ne voit qu'une partie ici, qui va prendre le nom de Poblenou, qu'il a gardé pendant longtemps, et qui est resté pendant très longtemps, justement, une zone très populaire, mélange d'habitat populaire et d'usines, donc pas du tout les quartiers bourgeois, qui eux étaient dans l'Ensanche, et qui est resté dans l'état jusqu'à la nouvelle étape de la croissance de Barcelone, qui est celle de 1992, des JO de 92, où cette partie va être conquise et ouverte sur la mer. En attendant, Barcelone se pose des problèmes maintenant qu'elle a connu une croissance affirmée. Vous voyez l'étendue de Barcelone au début du XXe siècle. Vous voyez la vieille ville, voilà les nouveaux quartiers
tirés d'après les plans de Cerda. Mais ils sont loin d'atteindre les dimensions d'aujourd'hui. Hein. On est encore une partie assez limitée. Vous voyez ici. Donc, on voit que la croissance mène à des villages ou d'anciens villages devenus des banlieues, plus ou moins, de Barcelone, qui s'égrènent tout autour dans la plaine qui sépare la mer des hauteurs du Tibidabo, qui se trouve ici. Et donc, l'enjeu de ce nouveau concours, qui est organisé, vous voyez, en 1904, est de proposer un plan de raccordement, en espagnol, enlaces, un plan de raccordement de ces banlieues à la ville de Barcelone. Et le concours a été remporté par notre architecte urbaniste régional toulousain, Léon Josely, qui est à cette époque à ses débuts de carrière, à l'époque où il concourt pour Barcelone, il est encore à la Villa Médicis à Rome. Et c'est de là qu'il envoie à Barcelone ses plans et ses projets. Je rappelle que Léon Josely, pour nous localement, c'est le musée Salis de Bagnères, par exemple, hein, qui date des années 20, style art déco, par exemple. Donc Léon Josely est à la fois architecte et surtout important dans l'histoire de l'urbanisme. Il a été un des fondateurs de la Société française d'urbanisme. Donc c'est lui qui remporte il est lauréat du concours, et voilà, vous voyez son plan qui est qui s'harmonise en quelque sorte, qui s'articule bien avec le plan de Cerda, de manière à effectuer en douceur en quelque sorte la jonction entre la vision de Cerda et la manière de raccorder de façon assez cohérente l'ensemble des faubourgs jusque-là épars. Et donc vous voyez que dans son idée, il y avait la conquête de cet espace-là, que j'ai appelé Poblenou, et qui va rester non bâti. En fait, ce plan ne va pas se réaliser dans un premier temps. Voilà le parc de la Citadelle, vous voyez, qui est là où avait eu lieu l'Expo de 88. Vous la voyez, là, ici? D'accord? Voilà, et donc, son idée, c'était... Il se livre à une analyse, là, déjà qu'on pourrait appeler de type fonctionnel, et il est un des premiers à le systématiser, où il différencie dans l'espace urbain des zones dévolues qu'il va falloir consacrer à des activités différentes, soit des zones industrielles, soit des zones d'habitat, des axes de circulation, des zones de loisirs. Il faut donc différencier l'espace urbain en zones spécialisées et arriver à harmoniser tout ça et à faire circuler les marchandises et les personnes à l'intérieur de cet espace. Donc ça, c'est un croquis de la main de Josely qui montre un petit peu comment il approche le problème et comment il voit l'avenir de l'espace urbain barcelonais. Voilà également ces propositions, vous voyez, très complètes de circulation à l'intérieur de la ville et de l'agglomération. Parce que là, on peut déjà parler d'agglomération puisque on inclut des quartiers qui étaient, ou des villages qui étaient hors de la ville jusque-là. Bon, voilà, simplement pour vous montrer la pensée de Josely. Et puis voilà encore une carte parue dans la presse de Barcelone à ce moment-là, qui résume assez bien les choses et qui vous montre en particulier, vous voyez, une liaison de raccordement qui fait le tour de la ville ici et qui va être reprise dans l'aménagement actuel de la ville. Vous remarquez aussi une sorte de ceinture verte qui s'appuie sur les hauteurs du Tibidabo notamment, donc au nord-ouest de la ville, on va dire. La reprise du plan du Bessos de Cerda ici, avec également la colline de Montjuïc qui devient, vous le voyez, une zone de loisirs également, ce qu'elle est devenue, effectivement. Dans les grandes lignes du plan de Josely, qui a pourtant été lui aussi sacrément critiqué par les locaux, parce qu'évidemment, un vainqueur de concours catalan qui est gagné par un Toulousain, ça fait tâche, quoi, quand même. Hein. Donc, son plan a été certes lauréat, mais enfin, ils ont essayé de l'exclure finalement de la conduite du chantier. Donc,
on pourrait dire que le plan de Josely, dans ses grandes lignes, a contribué à la mise en forme du Barcelone d'aujourd'hui, sans qu'il y participe véritablement, si ce n'est de manière par le papier, quoi, hein, mais pas sur le terrain. Néanmoins, quelques-unes de ces grandes propositions ont été retenues, comme par exemple la création des grandes zones industrielles ici en gris, vous voyez, à l'écart un peu de la ville, et puis la circulation des chemins de fer. Ah oui, j'oublie de dire que c'est ici à Barcelone aussi que l'on a construit le premier chemin de fer en Espagne. Hein. Pour ça, la Catalogne se veut toujours pionnière et la région du pays la plus avancée. Le premier chemin de fer d'Espagne, c'est Barcelone-Mataró, sur la côte au nord de Barcelone. Voilà, alors citation de Josely. Donc, vous voyez, le plan général d'aménagement et d'extension de Barcelone n'était pas qu'une composition architecturale. Il s'agissait d'un véritable projet d'urbanisation générale d'une grande ville. Donc, on est vraiment dans la problématique maintenant, mais on est au début du XXe là, hein, de ce qu'on peut véritablement appeler la métropole moderne. On peut employer le mot, c'est la problématique de l'aménagement des grandes métropoles qui est en jeu à ce moment-là. Et l'étape suivante, la plus importante dans l'histoire de Barcelone, c'est ce qui va se produire à l'occasion de l'organisation des JO de 92, qui vont être l'occasion pour la municipalité et les autorités de Barcelone de parachever à la fois le plan de Cerdà et le plan de Josely et d'enfin ouvrir la ville sur la mer. Voilà un plan tout simple qui est fourni par l'office de tourisme de Barcelone à destination des touristes et des visiteurs. Et vous voyez que le nouveau Barcelone, le Barcelone actuel, est désormais ouvert sur la mer. C'est là qu'on a construit le village olympique, en priorité. Hein. Si vous connaissez Barcelone, les deux tours qui y a en bordure de mer, c'était le village olympique, au départ. Et donc, c'est là qu'on a choisi d'ouvrir ce quartier qui était juste là, resté à l'écart de l'urbanisation moderne. Et donc, c'est devenu aujourd'hui, sans doute, le quartier le plus dynamique hein, de l'ensemble de la ville, avec de nouvelles constructions, un nouveau quartier d'affaires, et puis une gentrification accélérée, bien évidemment. Hein. Vous imaginez. Donc voilà, maintenant, quand on survole Barcelone, on voit bien la trace des différentes strates urbaines hein, historiques. Ici, la vieille ville, avec ses Ramblas historiques, ici. Le vieux port qui a disparu, qui n'est plus qu'une zone de loisirs. Hein. Le port n'est plus là, le port est ailleurs. Et donc ici, ce n'est plus qu'un vaste ensemble dédié aux loisirs, autour de la mer notamment, mais pas seulement. Vous voyez la trace des grandes avenues de l'Ensanche, de Cerdà, et puis la ceinture du Tibidabo et des collines des avoisinantes qui forment une bande verte donc, qui en quelque sorte enserre la ville et contiennent sa croissance urbaine aussi. Et puis voilà, sous un autre angle, on voit justement voilà, le village olympique de 92 ici, avec le port de Plaisance ici, et puis tout ce quartier qui était autrefois un quartier donc d'industrie et de quartier très populaire, voire de bidonville, et qui donc est devenu un quartier ultramoderne ici, où Jean Nouvel a construit là, à l'entrée de ce quartier, sa fameuse tour, la tour Akbar, qui est aujourd'hui un des symboles de Barcelone. Et vous voyez à l'échelle la Sagrada Familia, hein, qui fait quand même 140 mètres de haut, mais qui paraît un peu petite vue de loin. Hein. Voilà ce maillage absolument extraordinaire de Barcelone qui frappe tous ses visiteurs. Ben, sachez que donc il est l'héritage d'une pensée urbaine qui est née au XIXe siècle et qui, à l'époque, anticipait sur ce que pouvait être une métropole des temps nouveaux. Voilà. Alors nous passons sans transition avec ce qu'il convient de voir justement en parallèle, c'est que devient Paris à ce moment-là de son histoire, en ce milieu du XIXe siècle, où la France, vous le savez, est gouvernée par Napoléon III pendant une vingtaine d'années, et où va s'opérer justement la transformation majeure de l'espace parisien. Bon, si vous me permettez, je vais boire un petit coup.
Et on va commencer par un tableau bien connu qui montre, qui retrace un événement important dans l'histoire de Paris, dont Napoléon III remettant au baron Haussmann le décret d'annexion à Paris des communes suburbaines. Car voilà, vous le savez sans doute, c'est à ce moment-là que s'est opérée l'annexion de toutes ces communes qui jusque-là étaient des villages ou des banlieues éparses autour de la ville de Paris et qui s'appellent Montmartre, etc. et qui vont donc être annexés à Paris et constituer des nouveaux arrondissements jusqu'à arriver aux fameux 20 arrondissements actuels qui ont été tracés, découpés à ce moment-là. Alors je commence par ce tableau aussi parce que je crois qu'il convient de rappeler que ce qu'on appelle communément l'osmanisation de Paris est en fait le fruit d'un travail, on pourrait dire, c'est presque une œuvre commune entre Napoléon III, le chef préfet, car Haussmann est d'abord et avant tout un préfet. Et donc on peut dire que le Paris que nous connaissons, en tout cas dans ses grandes lignes et dans son esprit, dans sa vision urbaine, est d'abord le fruit d'une collaboration, on peut le dire, ils ont vraiment collaboré. L'empereur suivant pas à pas la progression des chantiers et des projets, et donc c'est le fruit d'une collaboration entre ces deux hommes qui donc ont été pendant 20 ans à la manette, aux manettes pour transformer en profondeur la ville de Paris. Vous savez sans doute que Napoléon III, avant d'être Napoléon III, a d'abord été Louis-Napoléon Bonaparte, exilé en Angleterre, et qu'il en a d'ailleurs d'abord une certaine anglophilie, une certaine fascination pour le modèle anglais et pour Londres, la ville de Londres, dont il admirait certains aspects, notamment les squares, qui est déjà émaillé l'espace urbain de Londres, qu'il voudra transposer à Paris. Donc il y avait tout un tas de choses qu'il avait observées à Londres et qu'il souhaitait voir transposées à Paris. Et donc il a trouvé chez Haussmann un répondant, il y a quelqu'un qui vraiment était tout à fait sur la même onde, et donc il lui a confié, on pourrait dire, presque les pleins pouvoirs pour transformer la ville de Paris. Mais posons-nous la question, qui est Haussmann? D'où il sort Haussmann? Pourquoi cet homme, pourquoi ce nom est resté attaché à la ville et pourquoi c'est aussi important? Qui est Haussmann? Mais Haussmann, ce n'est ni un architecte, ni un urbaniste, ni même un ingénieur. Pas du tout. Alors que bon, on aurait pu s'attendre comme Cerda est un ingénieur. Vous voyez, donc pas du tout. Haussmann, c'est quelqu'un qui a fait du droit et qui est entré dans la préfectorale. C'est un administratif, un haut fonctionnaire, mais ce n'est qu'un administratif. C'est pas du tout un homme de science, un homme de technique, pas du tout. Même si, bien sûr, il n'est pas ignorant de tout ça. Donc il a fait d'abord une grande carrière préfectorale avant de rentrer au service de Napoléon III. Et c'est important de le noter parce qu'en fait, je veux dire que tout un tas de choses aussi dans la façon de concevoir l'aménagement de Paris découlent de ça. On a un préfet autoritaire au service d'un régime autoritaire. Car vous le savez bien, le Second Empire est un régime de type autoritaire, bien entendu. Donc, il est évident que l'urbanisme et la manière de penser l'urbanisme dans la ville de Paris est en rapport avec cet état de fait, politique, on va dire. Et donc, on pourrait dire que Haussmann est l'homme idoine, celui qu'il fallait ici et maintenant pour aménager Paris selon le bon vouloir de Napoléon III. Alors, petit rappel quand même de l'itinéraire d'Haussmann, parce que c'est quand même assez significatif de ce super préfet qu'il est devenu. Impressionnant. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a là affaire à la naissance d'un type de personnage que j'ai déjà un peu évoqué, qu'on pourrait appeler, avec un mot un peu anachronique, mais qui s'applique parfaitement, un technocrate. C'est ça le technocrate, c'est-à-dire le haut fonctionnaire qui va obéir donc à l'État
en vue d'accomplir de grands travaux d'aménagement notamment. Ce sera le cas par exemple pour nous dans les années 50, 60, 70, les années de la 5e République et des 30 Glorieuses, qui vont voir également une technostructure diriger en quelque sorte l'aménagement du pays et lui donner sa figure actuelle, on pourrait dire. Bon, alors donc on est dans cet ordre d'idées. Alors sa carrière, elle démarre à Yssingeaux comme sous-préfet, Yssingeaux dans la Haute-Loire, en 1832. Puis à Nérac, dans Lot-et-Garonne, pendant 8 ans, de 32 à 40. Puis à Saint-Giron, dans l'Ariège. Puis à Blaye, en Gironde, en 41. Il devient conseiller de la préfecture de Gironde en 48, au moment des événements déjà de 48 en France et des troubles, vous voyez, qui se produisent à Paris, de la révolution de 48, des troubles de 48 à Paris et également en province. Il est préfet du Var en 49, préfet de Lyon en 50 et enfin en Gironde en 1851. Et là, il va se montrer particulièrement efficace lors du coup d'État de Napoléon III et se montrer un serviteur zélé de Louis-Napoléon Bonaparte dans son opération de prise du pouvoir de décembre 1851. Donc c'est à ce titre que Napoléon III l'a bien repéré et le fait monter à Paris, où il installe donc le 1er juillet 1852, il devient donc préfet de la Seine, il restera en place jusqu'en 1869, où il connaîtra une disgrâce due au changement un peu de l'inflexion du régime impérial qui va se réformer, qui va se libéraliser un petit peu. On parle de l'empire libéral, et à cette occasion-là, le symbole qu'était donc Haussmann aux yeux des libéraux va sauter, et donc il sera limogé de son poste de préfet de la Seine. Mais il va marquer, donc, vous voyez, pendant 17-18 ans, de son empreinte, le travail sur Paris. Alors, pour vous simplifier les choses et pour être un peu systématique, je vous ai préparé quelques fiches résumées, voyez, pour que vous voyez l'ampleur des choses qui se sont passées autour de la haussmannisation de Paris. Premier point, donc, et ça on a tendance un peu à l'oublier, pour ne retenir que l'aspect spectaculaire, les avenues, vous voyez, mais il y a au préalable tout un nouveau cadre administratif qui se met en place qui permet ces aménagements, notamment des procédures d'expropriation pour utilité publique qui vont se multiplier et donner les mains libres à l'administration préfectorale pour procéder à des aménagements dans le cadre donc des transformations. Et en même temps, ça s'accompagne de la mise en place de services municipaux avec des corps d'ingénieurs et de techniciens spécialisés. C'est là que nous les voyons monter en puissance, tous ces nouveaux ingénieurs sortis de Polytechnique, sortis de ponts et de mines, qui sont un peu le fleuron de l'ingénierie française à ce moment-là, notamment, et qui vont donc peupler et diriger souvent les principaux services municipaux qui vont procéder aux aménagements de la ville. Notamment, il y en a deux qui sont particulièrement célèbres, qui sont des X à l'origine, c'est-à-dire Belgrand, qui va être chargé de l'aménagement du service des eaux, l'approvisionnement en eau, si important, de façon générale toute la ville. C'est lui qui est le grand auteur de ce réseau des collecteurs, c'est Belgrand, et le grand maître des espaces verts, qui est Alphand, je vais vous en parler, qui lui a aménagé tous les grands parcs de Paris à ce moment-là. Donc, par ailleurs, la question du financement qui va se poser, comment financer tous ces travaux. Donc, il va y avoir là aussi, on pourrait dire, je l'ai marqué là, une sorte de partage donc entre le public et le privé, formule que l'on voit jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez très bien aussi qu'aujourd'hui, quand l'État veut parfois procéder à des grands aménagements, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Alors que nous avons affaire à un État qui est réputé impécunieux. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On délègue.
délégation des services publics, ou bien on concède, concession d'autoroute, concession de tunnels. Vous voyez, bon, je veux dire que les formules qui nous sont tellement familières, ou bien financement public-privé, comme la rocade de Tarbes, la rocade que vous empruntez vraiment tous les jours entre ici et la route de Bordeaux, cette rocade-là, elle a été financée par un système public-privé. C'est une entreprise privée qui a avancé, financé l'aménagement, qui lui est remboursé ensuite par l'État. Parce que l'État n'a pas les moyens, paraît-il, de financer. Donc, ces formules-là sont expérimentées à ce moment-là et sont mises en place par Haussmann et tous ses administratifs. Et au point d'ailleurs, nous le verrons, qu'on lui reprochera de faire une certaine cavalcade financière, avec des emballements de financement un peu olé olé, quoi. Donc il y aura toute une cabale contre lui à la fin de son mandat, notamment, nous le verrons, menée par Jules Ferry, qui est le leader de la gauche républicaine à ce moment-là, et qui va publier une célèbre brochure dénonçant les contes fantastiques d'Haussmann pour signaler les dépassements de financement de la ville de Paris et l'endettement considérable de la ville de Paris. C'est pas nouveau comme problème, vous pouvez constater. Donc, on en est là aussi. Deuxième fiche résumée, un peu pédago, classique. Donc, un urbanisme autoritaire, mais à sa décharge, une vision globale de la ville comme un organisme d'ensemble, comme ce qu'on appelle en économie ou en géographie un système, une vision globale et non pas partielle, morceau par morceau. C'est bien du traitement d'ensemble d'un organe général qui s'appelle la ville que l'on va traiter. Donc, si l'on file la métaphore physiologique, il y a bien un système circulatoire qu'il faut mettre en place, qui va permettre à la ville de vivre et aux organes qui la constituent d'être correctement irrigués. Et de même, on pourrait dire que le tissu urbain qui le constitue, ce corps urbain, va également être traité en conséquence. On va changer l'habitat, on va le transformer et donc on va procéder à des aménagements de manière à ce que ce tissu urbain soit en harmonie avec ce nouveau système circulatoire. C'est, on va le voir, le système des îlots et des immeubles haussmanniens qui vont être mis en place. Souci hygiénique également avec, comme je viens de le souligner tout à l'heure, sous la houlette de Beltran, la mise en place d'un réseau d'égouts tout à fait exemplaire à l'époque, qui sera même visité par des chefs d'État étrangers, à titre d'exemple. C'était vraiment l'orgueil du régime à cette époque-là, ce système d'égouts. Et puis par ailleurs, donc, tout l'aménagement hiérarchisé des grands parcs jusqu'aux petits jardins de quartier qui va caractériser le Paris nouveau. Et puis, l'aménagement dans tous les quartiers, on va dire une sorte de quadrillage général d'équipements, par des équipements publics qui vont permettre justement à la vie sociale de s'exercer. Non seulement un marché central, les fameuses halles de Baltard que vous connaissez tous, elles sont de cette époque-là, mais aussi des marchés dans les quartiers, par exemple. Dans chaque arrondissement, une mairie qui va fournir aux citoyens les services dont ils ont besoin, état civil ou autre. De même qu'un quadrillage de la ville par des grands hôpitaux qui vont permettre de faire face aux besoins de santé de la population. Donc, je pourrais énumérer, il y en a d'autres, mais vous voyez cet esprit de système qui va se mettre en place et qui caractérise toujours la ville de Paris. Troisième point, il en résulte donc un nouveau paysage urbain qui naît là en quelques 20 ans et puis qui va se prolonger évidemment dans les décennies qui suivent. L'élan donné par Haussmann va se prolonger sous la Troisième République et on pourrait dire jusqu'à la guerre de 14. En gros, le Paris moderne continue à se développer avec les principes édictés par Haussmann.
avec quelques modifications, mais à la marge. Mais en gros, les grands principes vont se poursuivre. Donc, vous voyez, j'ai listé un certain nombre de choses qui caractérisent ce nouveau paysage urbain. Mais bien sûr, tout ça, c'est pour maintenant faire place aux images, que vous ayez ça sous les yeux pour que vous voyez l'ensemble de la pensée urbaine à l'œuvre. Et maintenant, passons aux travaux pratiques. Donc, premier point, vous voyez la carte qui me en référence au premier tableau, la réunion à Paris de toutes ces communes périphériques qui étaient des villages ou banlieues informes, plus ou moins organisés, et qui vont désormais être intégrés à l'espace urbain proprement dit de la ville. Donc vous y reconnaissez, vous voyez, bon, le plus célèbre de ces villages, c'est sur la colline de Montmartre, hein, par exemple, la Villette, la Chapelle, Belleville, bon, autant de noms qui sont aujourd'hui des noms de quartiers de Paris, mais qui n'étaient à l'époque que des villages qui ont été intégrés. Passy, hein, qui va devenir haut lieu de la bourgeoisie parisienne, Passy et Auteuil. Voilà, bien. Je vous rappelle que dans un cours précédent, je vous ai parlé de le mur, la ceinture des maréchaux, des fermiers généraux, construite par Claude Nicolas Ledoux, vous vous rappelez, la ceinture des octrois, balisant Paris, le fameux mur murant Paris, rend Paris murmurant, juste avant la Révolution. Ben le voilà, il est arasé et il fait place, de manière très logique et fonctionnelle, à une ceinture de boulevard que vous voyez ici et qu'on peut tout à fait parcourir aujourd'hui, hein, qui est une des caractéristiques essentielles précisément, et qui est la jonction entre le vieux Paris en rouge et les nouveaux arrondissements en orangé, hein, qui part donc d'ici, de la place du Trône, qui s'appelle désormais la place de la Nation et non plus du Trône, et la place du Château d'Eau qui s'appelle la place de la République, hein, ici. Voilà. Donc là vous avez boulevard de la Chapelle ici par exemple, au nord de Paris, hein, voilà. Et boulevard ici entre la République et Nation, c'est le boulevard Voltaire maintenant. Bon, voilà. Alors, autre chose, vous voyez également un élément essentiel de la géographie parisienne et nationale, qui est le choix fait sous Louis-Philippe et confirmé par Napoléon III de donner à chaque réseau de chemin de fer une gare tête de réseau dans Paris. Donc d'établir au moins 6 grandes gares terminus qui seront à la fois terminus et point de départ, les grandes portes de la ville, qui seront donc les têtes de réseau qui vont à partir de là irriguer non seulement Paris mais tout le territoire français. Donc ça va accentuer encore. C'est un des éléments qui constitue la centralisation à la française, dont on se plaint parfois, mais c'est un héritage très lointain, notamment du réseau de chemin de fer voulu à l'époque de Louis-Philippe et confirmé sous Napoléon III, et qui fait de Paris la plaque tournante essentielle du réseau ferroviaire, dans lequel le pays ne fonctionne plus. À quel point, pour se déplacer d'un coin du pays à l'autre, aujourd'hui, y compris avec le TGV, il faut passer par Paris, la plupart du temps. Hein? Donc c'est bien là la traduction d'une volonté centralisatrice qui a été faite à ce moment-là, pour le meilleur et pour le pire. En tout cas, les 6 grandes gares sont là, fixées dès ce moment-là. La gare de Saint-Lazare, la gare du Nord, la gare de l'Est, la gare de Lyon, la gare d'Orléans, qui s'appellera Austerlitz plus tard, et la gare Montparnasse, ici. Voilà. Donc, vous voyez toutes les conséquences quand même, à très long terme, de ces choix d'aménagement à ce moment-là. Et voilà, maintenant, concentrons-nous, je vous ai choisi un beau morceau d'espace parisien, typiquement haussmannien, où on voit vraiment ce qu'est la logique d'Haussmann à l'œuvre. Alors, voilà, vous reconnaissez le quartier de l'Opéra, ici, la gare Saint-Lazare. On est au cœur du Paris haussmannien qui se constitue à ce moment-là. Donc, l'Opéra, lieu emblématique, lieu de la mondanité,
lieu vraiment qui est donc destiné à la haute bourgeoisie parisienne, bien entendu. Cet opéra qui a été construit justement à ce moment-là, le travail de Charles Garnier, l'architecte, au lieu donc de la vie sociale et mondaine de la nouvelle bourgeoisie parisienne. Les grands boulevards qui ont été tracés sur l'emplacement des anciennes fortifications médiévales, Philippe Auguste, etc. Ce qu'on appelle communément les grands boulevards. J'aime me balader sur les grands boulevards. C'est cela, les boulevards qui ont été remodelés à l'époque dont nous parlons. Boulevard des Capucines ici, boulevard des Italiens là. Oui, donc voilà, ces nouveaux alignements, ces nouveaux axes qui caractérisent donc la ville haussmannienne. Et puis ici, justement, le boulevard qui porte son nom, le boulevard Haussmann, ici, qui passe derrière l'opéra, et où s'installe, justement, nouveauté de cette époque-là, et voilà des organes essentiels qu'il faut irriguer avec la circulation et des trains et des voies hippomobiles. C'est les grands magasins. Les grands magasins qui sont la grande nouveauté de ce moment-là. Le premier d'entre eux, ça a été le Bon Marché sur la rive gauche. Boussicot, fondateur. Puis le Printemps, enfin parmi les autres, il y en a un certain nombre le long de la rue de Rivoli. Les magasins du Louvre, la Belle Jardinière, la Samaritaine. Tout ça s'installe progressivement là, le long des axes nouveaux. Et là, à 2 pas de la gare Saint-Lazare, la gare la plus fréquentée de Paris, on descend la rue du Havre, ici, tout doucement, et on tombe sur le Printemps, qui est fondé à ce moment-là. Pas par hasard, le Printemps il est là, c'est stratégique. Donc ici, il y a des milliers de gens qui débarquent tous les jours. Voilà, le Printemps, ici, et les Galeries Lafayette, ici. Et entre les deux, ce bâtiment qui n'a l'air de rien, ça a longtemps été le siège de la Société Générale. Donc vous avez la trilogie, opéra, grand magasin, banque, vous avez le périmètre de la haute bourgeoisie parisienne. Là, Bon, on est entre gens de la haute, là, ce que décrit Zola dans ses romans célèbres. La Curée, en particulier. Vraiment, là, on est au cœur de ce moment historique. La gare Saint-Lazare, donc, vous voyez comme elle pénètre jusqu'au cœur de la ville. Vraiment, élément vital de la circulation et qui va amener progressivement des milliers et des milliers de banlieusards pour aller travailler dans ce qui va devenir ici, le quartier de l'Opéra a longtemps été Opéra, la Bourse et par là rue Réaumur plus bas, mais en gros qui va devenir le quartier des affaires, pendant longtemps. Avant que les affaires migrent vers la Défense, c'était le Opéra Réaumur avec la Bourse et tout ça qui était le quartier des affaires par excellence. Et donc le siège des entreprises était souvent là, ou bien avenue de la Grande Armée vers Neuilly. Bon, voilà, ici, vous voyez, donc les grands axes nouveaux, et vous voyez le tracé ancien qui serpente là, vous voyez les ruelles anciennes qui ont été conservées, et qui sont le témoignage du vieux Paris encore existant à cette époque-là, et toujours aujourd'hui, bien entendu. Mais vous voyez la différence de gabarit entre ces axes-là et ceux-là, les nouveaux axes que l'on a tracés. Autre élément important qui apparaît dans le paysage, c'est ces regroupements d'immeubles en grands pâtés, donc ce sont les fameux îlots haussmanniens qui résultent du regroupement des parcelles, je vais en dire un mot, qui permet de bâtir comme ça des ensembles d'immeubles regroupés en bordure de parcelles, en bordure d'îlots, et ménageant à l'intérieur des cours fermées. Voilà le modèle de ces immeubles qui s'alignent selon des grands axes. C'est le boulevard Haussmann. Vous voyez, vu des Galeries Lafayette, on voit très bien les nouveaux alignements de ce paysage urbain parisien qui apparaît et qui, à l'époque, étonne le monde. Je veux dire que c'est la première fois dans l'histoire urbaine qu'on voit apparaître ainsi une telle homogénéité, vous voyez, à l'œuvre dans l'espace urbain. Même par rapport à Londres, qui est plus peuplé que Paris, mais qui est moins bien organisé, qui n'est pas aussi bien urbanisé, surtout à l'époque.
Alors voilà, sur une carte également, c'est bien, on voit l'ensemble des voies nouvelles qui ont été tracées, ouvertes, les fameuses percées haussmanniennes de cette époque-là, donc en rouge sous le Second Empire et en bleu ce qui s'est fait en suivant sous la Troisième République, vous voyez. Donc c'est quand même assez impressionnant, hein. C'est des dizaines et des dizaines de kilomètres d'artères nouvelles qui ont été ouvertes à travers le tissu urbain. Alors, voilà la disparition du vieux Paris sous les coups des bâtisseurs haussmanniens. L'exemple le plus significatif, c'est l'île de la Cité. La voilà au XVIIIe siècle. Vous voyez, elle a conservé pratiquement son maillage médiéval, avec ses ruelles étroites, autour de Notre-Dame qui est ici. Voilà. Il y a un seul gros bâtiment, là c'est la conciergerie, ancienne demeure royale, avec la Sainte-Chapelle qui est ici, et puis quelques bâtiments de type officiel, je dirais rattachés à la couronne plus ou moins. Et puis vous voyez que le seul pont moderne, je vous en avais parlé lors d'un cours précédent, c'est le pont Neuf, qui a été construit par Henri IV, avec la première place ordonnée du début du XVIIe, la place Dauphine. Voilà. Et tout le reste, c'est le fouillis des ruelles héritées du Moyen-Âge, et tellement propice aux émeutes. Vous imaginez bien que dans l'esprit de Haussmann et de Napoléon III, après les émeutes parisiennes, il s'agit quand même de mettre de l'ordre là-dedans. Et donc, l'urbanisation nouvelle de Paris sera aussi l'occasion de permettre de mieux contrôler la ville. Là, je parle au niveau policier, au niveau militaire. Donc, voilà le résultat des courses. C'est assez spectaculaire. Voilà ce qu'est devenu l'île de la Cité sous le Second Empire. Hein, vous voyez que le maillage médiéval, il a quasiment disparu. Il n'arrête plus que quelques morceaux par-ci par-là. Et on voit apparaître d'énormes bâtiments officiels qui prennent leur place, dont le palais de justice de Paris, c'est là qu'il y est toujours. Le palais de justice de Paris, avec le quai des Orfèvres ici, la PJ, et puis la préfecture de police, au cœur de Paris désormais, là, et l'Hôtel-Dieu, le nouvel Hôtel-Dieu, qui a été construit à ce moment-là, et qui y est toujours. Je vois que sur le plan, il manque encore le tribunal de commerce, qui se situe ici aujourd'hui. Et vous voyez également que les vieux ponts qui étaient bâtis jusque-là ont été ou démolis ou arasés, et que désormais on a des ponts où il n'y a plus d'habitat. C'est plus que des ponts pour traverser le fleuve. Voilà, et puis vous voyez ici s'ébaucher les nouvelles artères, et c'est là qu'on peut parler de percée. Vous voyez comment on perce l'ancien tissu et on crée des nouvelles artères. Vous avez ici en gestation le boulevard Saint-Germain. Donc il n'y a qu'un morceau ici, vous voyez, et on voit qu'on a prévu de percer de part et d'autre, jusqu'à rejoindre la Seine d'un côté et de l'autre. Et là vous voyez le boulevard Saint-Michel qui s'ébauche. Pardon. Oui, voilà. Bien, ça va. Sur une maquette, c'est encore plus saisissant. Vous voyez l'importance en volume, compris ces bâtiments, on pourrait presque dire quasiment démesurés, par rapport, on va dire, à la modeste nouvelle, enfin Notre-Dame de Paris. Là, vous avez Notre-Dame de Paris. Notre-Dame est là. Vous voyez un peu dans l'échelle des bâtiments. Voilà l'Hôtel-Dieu, rien que ça. La préfecture de Paris, préfecture de police. Voilà le tribunal de commerce, il y est là, sur la maquette. Voilà la nouvelle cité judiciaire. La place Dauphine, vous voyez, très modeste, elle paraît petite. Et les nouveaux théâtres, là aussi, au lieu de la mondanité de cette époque-là, les nouveaux théâtres comme le théâtre du Châtelet et le théâtre de la Ville, c'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui, de part et d'autre de la tour Saint-Jacques. Et là, le départ de grandes percées à travers le vieux Paris vers le nord, en direction de la gare de l'Est, le boulevard de Sébastopol,
Je vous rappelle que Sébastopol, c'est une victoire de Napoléon III en Crimée. On est encore dans l'actualité, hein, sur la Crimée. Bon, l'hôtel de ville de Paris, ici, et derrière une caserne imposante, la caserne Lobau. Vous voyez comment la ville est quand même quadrillée, hein. Préfecture de police, caserne Lobau, là c'est l'armée, hein. Là c'est la police, là c'est l'armée. Et derrière, l'église baroque, oui, Saint-Gervais. L'église de Saint-Gervais, c'est ça. Voilà. Donc, et vous remarquez cette maquette, c'est intéressant, vous voyez le lacis des petites ruelles. C'est quoi ce quartier? Ben, c'est le Marais. C'est le Marais d'aujourd'hui. C'est le Marais que voulait raser Le Corbusier. On en parlera bientôt. Dans son fameux plan pour Paris en 1925, le Marais devait disparaître, hein. Bon. Et il gardait Saint-Gervais. Notre-Dame, Saint-Gervais, bon. Voilà. Et le reste... Bon, alors, on aura l'occasion d'en parler des visions de Paris dans l'histoire. Alors voilà pour ce point. Ensuite, voilà un bel exemple de percée, tel qu'on les veut à ce moment-là, avec justement, c'est la percée de l'avenue de l'Opéra, hein, que vous avez là. À gauche, le Louvre serait là, hein, rue de Rivoli, la Comédie Française ici, le Théâtre Français, le Palais Royal, et là le démarrage de l'avenue de l'Opéra. Donc vous voyez qu'on perce allègrement tous ces quartiers, et on possède précisément, là vous voyez très bien, comment à partir des anciennes parcelles, que l'on va remembrer par des procédures d'expropriation, et ce qu'on appellerait aujourd'hui déclaration d'utilité publique, on va reconstituer des îlots qui vont être donc le siège du nouvel habitat. Et ce nouveaux immeubles haussmanniens qui vont désormais border, jalonner ces grandes avenues. Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, ah, voyons. Voilà. Voilà. Et évidemment, ce nouveau paysage urbain n'a pas manqué d'attirer l'œil de ces experts du paysage, que sont en particulier les peintres impressionnistes, qui sont contemporains de ça, hein. Manet, Monet, Pissarro, Renoir, mais Renoir n'a pas tellement peint. Il appelle les guinguettes en banlieue, mais pas le cœur de la ville. Mais je crois que les deux peintres les plus intéressants qui ont l'œil sur le nouveau paysage urbain, c'est Camille Pissarro et Gustave Caillebotte. Donc voilà, Pissarro, vous voyez comment sa vision de la nouvelle avenue de l'Opéra. Donc vous avez vu le percement de l'avenue, voilà le résultat. Quelques années après, l'avenue bordée d'immeubles homogènes, ce qu'on appelle l'immeuble haussmannien, et au fond, comme une cible visuelle, le nouveau monument, la façade de l'Opéra. Hein, les avenues doivent se conclure sur un monument qui sert de repère et de cible. Ça peut être une église, la façade d'un bâtiment public, un opéra ici ou un théâtre. Et puis vous voyez l'évocation de cette circulation. Hein, voilà la vie moderne, telle que la voulaient donc Haussmann et Napoléon III. On voit bien que la ville, là, est faite pour circuler et que ces grandes artères répondent à ce besoin. C'est l'époque aussi où naît la photographie, puisqu'elle a été inventée notamment en 1839, officiellement en 1839, par le dépôt à l'Académie des sciences du procédé du daguerréotype, qui est le premier procédé photographique. Et à partir de là, donc, la photographie prend son élan, et c'est vraiment intéressant pour nous, parce qu'on a les photos d'époque. On a les photos du vieux Paris qui disparaît, les photos du Paris en démolition et en transformation, et les photos du Paris nouveau. Donc c'est fantastique, on a un corpus extraordinaire, composé par les photographes de l'époque, qui n'ont pas manqué, bien sûr, de remarquer tous ces changements. Donc là, vous avez un très bel exemple de ces nouvelles perspectives des avenues et boulevards, avec l'intense circulation,
Vous voyez que les tramways ne sont pas encore installés là. Hein. C'est sans doute une photo prise vers 1860 ou par là. Et puis, voilà Caillebotte. Vous voyez, l'œil de Caillebotte, c'est peut-être celui qui a le mieux traduit l'ambiance haussmannienne de Paris, la nouvelle ambiance de Paris. Ce nouveau paysage, Caillebotte, c'est vraiment, je trouve, c'est le meilleur. Et là, vous voyez à la fois l'immeuble, les nouveaux points de vue, le balcon. Hein, vous savez que l'étage noble de l'immeuble haussmannien, il a un balcon en continu et que c'est le nouveau lieu où on se montre et où on regarde. Et donc là, vous l'avez, exactement. Et puis vous voyez les arbres qui désormais jalonnent également ces implantations qui sont faites pour assainir la ville en particulier et qui sont caractéristiques de l'espace parisien. Et puis ce magnifique tableau hein, qui se trouve aujourd'hui au musée de Chicago et qui est vraiment, je dirais, la quintessence de la ville haussmannienne. Il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Donc, voici justement des photos de Charles Marville, qui est un des meilleurs photographes de cette époque-là, et qui a donc nous a laissé comme ça des plaques, il s'agit de plaques, hein, de verre, du Paris qui disparaît là, en grande partie sous la pioche des démolisseurs. Et aussi, voilà le nouveau Paris qui se construit avec, vous voyez là, le monument cible, le Panthéon dégagé de sa gangue d'immeubles, on pourrait dire, et qui devient donc une véritable perspective au bout de la rue Soufflot, la rue qui s'appelle aujourd'hui la rue Soufflot. Même photographe. Il me semble que je voulais dire quelque chose et puis j'ai perdu de... Les gares, nouvelles portes de la ville. Donc là, deux beaux exemples sous le Second Empire. La première, la gare de l'Est, au bout du boulevard Sébastopol. Hein. Et puis, tout près de là d'ailleurs, tout près de la gare de l'Est, la nouvelle gare du Nord, qui donc s'ouvre en 1861-64. Vous voyez, j'ai choisi ces deux exemples parce qu'ils sont exactement dans la période qui nous intéresse. Et vous voyez que c'est vrai, elles sont traitées vraiment comme des portes de ville. C'est l'entrée symbolique et matérielle dans la ville. Et dans l'arrière du décor, voilà l'arrière de la gare Saint-Lazare, qui, je vous le dis, va devenir progressivement la gare la plus fréquentée par les banlieusards, ce qu'elle est toujours aujourd'hui. Hein. Donc la gare Saint-Lazare vue de derrière, vue de l'amont, vue du pont de l'Europe. C'est comme ça qu'on appelle ce pont, qui précisément franchit les voies ferrées dans le nouveau quartier qui s'appelle le quartier de l'Europe, parce que les rues portent les noms de villes européennes. La plus célèbre, c'est la rue de Rome, conservatoire de Paris. Bon, et donc vous voyez là, ce paysage urbain qui est également qui est saisi également par les peintres ou les photographes, avec cette animation perpétuelle. À l'époque, il faut imaginer les machines à vapeur qui passent et repassent sans cesse. Vous voyez, il y a tout un mouvement, toute une vie comme ça, que Renoir a très bien saisi aussi. Si vous connaissez son film La Bête humaine, la séquence d'ouverture magnifique démarre à la gare Saint-Lazare et se termine au Havre, hein, avec Lantier qui conduit sa Lison. Bon, et voilà, Claude Monet qui a fait toute une série donc, de tableaux. C'est une vraie série, les gares Saint-Lazare. Mais lui, plus que le paysage urbain, ce qui l'intéresse, c'est le jeu de la lumière, dans la fumée, les vapeurs, caractéristiques de cette gare. Cartier-Bresson qui nous a laissé une photo inoubliable hein, de ce personnage énigmatique hein, qui a l'air d'être suspendu comme ça en l'air au-dessus d'une flaque d'eau. On est sur le pont de l'Europe hein, et derrière vous voyez les bâtiments de la gare Saint-Lazare. Donc vous voyez, ce lieu a attiré beaucoup peintres et photographes, enfin tous les gens qui observent la ville. Il y a comme ça des points nodaux où on voit, on pourrait dire là encore, battre le cœur de la ville. Hein. Encore aujourd'hui, c'est impressionnant si vous y arrivez à l'heure de pointe, de vous installer au pont de l'Europe et de regarder le va-et-vient des rames. Ça n'arrête pas, hein.
c'est une rame toutes les minutes. Donc ça circule en permanence. C'est vraiment un spectacle un peu hallucinant. C'est comme la gare du Nord aussi. Hein, c'est la plus grande gare d'Europe. Bon, la grande traversée Est-Ouest, ça c'est caractéristique de Paris et ça frappe tous les visiteurs à cette époque-là. C'est la grande voie triomphale qui s'est aménagée depuis la rue Saint-Antoine et la rue de Rivoli, l'hôtel de ville, la place de la Concorde. Alors bon, dans l'ordre, le Louvre, l'hôtel de ville, la tour Saint-Jacques, le boulevard Sébastopol, les nouveaux théâtres du Châtelet, l'île de la Cité, vous voyez, elle n'est pas complètement transformée encore. Il n'y a pas d'hôtel-dieu. Et il n'y a pas de caserne de la police. Le Louvre, la rue de Rivoli, la place de la Concorde, les jardins des Tuileries, et la nouvelle promenade à la mode, vers l'ouest, vers la colline de l'Étoile. Voilà. Ça, c'est le paysage parisien qui se définit à ce moment-là et qui va déterminer pour longtemps l'orientation générale, vous voyez, de Paris, au point que, précisément, dans les années 80, on décidera de faire une grande arche à la Défense, comme pour conclure cette perspective historique qui commence à la Bastille et qui finit à la Défense. Ah, voilà l'immeuble et l'îlot, donc les deux éléments clés de la composition urbaine et de l'urbanisation des artères, avec donc remembrement des parcelles, les cours intérieures et les immeubles sur rue à l'alignement. Ça, c'est une réglementation précise. On n'est pas autorisé au dépassement ou au retrait. Tous les immeubles doivent être alignés. D'où cette impression aussi souvent de monotonie, certes d'harmonie, d'homogénéité, mais aussi un peu d'une certaine monotonie de ces artères. Ensuite, l'immeuble parisien, typique, avec ses différents niveaux. Nouveauté également, les magasins avec des vitrines qui permettent d'exposer les marchandises. Ça aussi c'est nouveau, hein. Ça a l'air de rien. Mais la vitrine, c'est une nouveauté absolue à l'époque. Jusque-là, on sort c'est très tôt là, dans la rue, et puis on les rentre après. Non, maintenant la vitrine. Donc ça autorise tout un tas de choses qui n'existaient pas avant. L'entresol, donc ça c'est la partie, on pourrait dire, commerciale en gros. Puis l'étage noble, vous voyez la hauteur des ouvertures, hein, qui sont nettement plus importantes que les autres. Ça c'est à l'époque l'étage noble, parce qu'on monte à pied, il n'y a pas d'ascenseur. Hein. L'ascenseur arrive après, hein. Donc l'immeuble haussmannien c'est une époque où on monte à pied. Donc on monte au premier par un grand escalier, avec, vous le savez, des tapis, etc. Tandis que le personnel, lui, rentre par l'escalier de service, derrière. Et puis au-dessus, vous voyez la hiérarchie sociale. Hein. On monte et on voit bien que l'architecture reflète le statut social jusqu'à arriver au comble où vit le petit personnel. Comme dans beaucoup de films. Et puis là, voilà, le paysage parisien typique, celui qui fait l'admiration du monde entier, hein, car les visiteurs du monde entier sont toujours frappés depuis l'époque par cette qualité architecturale qui a été celle des immeubles haussmanniens. Ces photos pour vous montrer que ces immeubles haussmanniens, ils sont dans la tradition de la grande architecture classique française, avec la tripartition de la façade entre le soubassement à bossage, les étages nobles d'habitation et donc les combles qui constituent la troisième partie, les combles un peu inspirés de Mansart. Hein. C'est Mansart qui est l'inventeur de ces combles au XVIIe siècle. Donc vous voyez, l'immeuble haussmannien, il n'a rien de révolutionnaire. C'est la continuité de l'architecture française depuis 2 siècles, qui se perpétue et qui s'améliore éventuellement. Et qui se retrouve, là pareil, même exemple, qui se retrouve également dans les hôtels particuliers, qui reprennent la même partition, vous voyez, en façade. Ces hôtels particuliers qui s'édifient dans les beaux quartiers, comme le 7e, le 16e, Neuilly-Passy, etc. Vous voyez, bon, tout ça, tout ce grand ouest et sud-ouest de Paris va devenir le domaine privilégié
de la grande bourgeoisie parisienne. À Tarbes aussi, hein, on a l'équivalent. Rue Larrey, vous voyez, les nouveaux quartiers résidentiels des bourgeois tarbais s'établissent au sud, vers la Villa Fould. Et donc là, on voit de très beaux exemples d'hôtels particuliers que vous pouvez encore voir aujourd'hui, qui sont inspirés de l'esprit parisien. Bon, ceci pour souligner que l'architecture parisienne peut virer aussi à la monotonie intégrale, hein, et qu'on peut avoir quand même des artères qui sont un peu monotones et sans grand intérêt architectural. Les équipements de quartier, la mairie d'arrondissement, qui adopte en général le style néo-renaissance, qui va devenir le style dominant des mairies et hôtels de ville en France, comme l'hôtel de ville de Tarbes. Pareil, un peu plus tard, hein. Mais c'est le style dominant de ces bâtiments publics. Les casernes, comme la caserne Lobeau, qui sera le théâtre de tragédie pendant la semaine sanglante de Paris en 71, hein, puisque là, dans cette caserne, qui est pas loin derrière l'hôtel de ville, seront fusillés plusieurs milliers de communards jugés sommairement pendant les combats furieux de la semaine sanglante. Mais vous remarquez que cette caserne obéit également aux règles de la composition et de l'ordonnance classique. Ouais. C'est vraiment comme un château du XVIIe. Les nouveaux hôpitaux, les grands équipements nationaux, comme la Bibliothèque nationale, extraordinaire bibliothèque impériale devenue nationale, rue Richelieu, qui est l'œuvre de Henri Labrousse, avec cette magnifique architecture de fonte et de fer, qui est vraiment un très bel exemple de la nouvelle architecture. Pour le coup, alors là, on entre dans les innovations architecturales de l'époque. Les halles centrales de Baltard, avec ses merveilleux parapluies métalliques, là encore photographiés, vous voyez, à l'époque. Et puis le fameux réseau d'égouts de Belgrand, que l'on fait visiter. Vous voyez là, vous avez l'empereur et des invités qui viennent visiter le réseau d'égouts, hein. On n'est pas des gueules. Donc le réseau d'égouts, ça se visite encore aujourd'hui, bien sûr, et c'est vraiment une œuvre majeure de cette époque-là d'assainissement de la ville. Je saute. Autre chose importante, c'est pour finir, hein, vous me donnez un peu de temps, ça va ? C'est ok, bon, je finis. Le mobilier urbain également a été inventé à ce moment-là. Et il est devenu, un leitmotiv de toutes nos villes. Donc on a à la fois les lampadaires, les becs de gaz à l'époque, les bancs publics, bien sûr, les fontaines Wallace, qui distribuent l'eau potable, les kiosques, les colonnes Maurice, qui permettent d'afficher les spectacles et les réjouissances, et puis bien sûr les indispensables urinoirs publics, également, hein, une nouveauté bien sûr. Il y en a pour les hommes, les plus nombreux, et il y en a pour les dames aussi, hein. Il y a des édicules pour les dames. Voilà, mais c'est plutôt pour les hommes d'abord, hein. Et voilà des exemples pour photographier. J'en profite pour vous citer également le grand photographe Eugène Adger, qui après la première génération fera lui aussi l'inventaire du Vieux Paris. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, qui m'a échappé tout à l'heure, c'est que la première exposition, sans doute vous le savez, la première exposition des peintres qu'on va appeler impressionnistes, et qui ne s'appelaient pas impressionnistes, c'était les refusés, c'était les peintres, hein, le salon des refusés. Ils ont été accueillis, comme ils ont été refusés au salon, ils se sont repliés chez leur copain, le photographe Nadar, qui les a accueillis dans son atelier, boulevard des Capucines. Dans la première expo de Monet, Manet, Pissarro, ensemble, du groupe, s'est faite chez Nadar. Et comme il y avait le tableau de Monet, Impression soleil levant, un journaliste a décidé d'appeler ce groupe impressionniste. Voilà. Donc vous connaissez l'histoire, mais vous voyez, le rapport avec la photographie est assez intéressant. Voilà les fameux édicules. L'éclairage au gaz, la ville lumière, qui va éblouir le monde à ce moment-là.
notamment à l'occasion des grandes expos universelles, pour le coup. 1867, c'est le triomphe du Second Empire, hein, la grande expo de 1867, où Paris éblouit le monde. Et voilà un hommage, pour terminer, à Alphand, le créateur des grands espaces verts, qui donc aujourd'hui sont toujours là, et c'est lui qui les a créés, tous ces espaces verts, la plupart. Il a sa statue avenue Foch, et on lui doit les parcs à l'anglaise comme Monceau, ou les Buttes-Chaumont, ou les grands parcs qui sont à l'origine des forêts, des bois, véritablement, aménagés pour le loisir et la promenade, comme le bois de Boulogne à l'ouest et le bois de Vincennes à l'est. Et puis donc, voilà un plan du bois de Boulogne qui est intéressant parce qu'on y voit à la fois le parc qui a été aménagé avec, vous voyez, ces grandes allées, à proximité des beaux quartiers de l'ouest, ça c'est le 16e, la Seine, et une nouveauté également, les champs de course, ça c'est Longchamp, l'hippodrome de Longchamp, au lieu des sports hippiques, qui devient aussi au lieu de mondain, évidemment. Et là, si vous lisez un peu dans le coin, là, vous pourrez lire Parc des Princes. Et pour les amateurs de football, ils savent que le Parc des Princes, c'est le siège du PSG. C'est là que se trouve le stade du PSG, Parc des Princes. Il existait à cette époque-là. Et Roland-Garros, c'est de l'autre côté. Donc les sports, le sport va devenir la distinction sociale aussi à cette époque-là. Faire du sport, c'est l'aristocratie d'abord. Hein. Donc c'est pas par hasard que les premiers clubs, les premiers stades aménagés se trouvent à l'ouest de Paris. Pour finir, voilà, Haussmann, il a publié ses mémoires 20 ans après, vous voyez, c'est publié en 1890, où il raconte son aventure à la tête de Paris. Évidemment, c'est un réquisitoire auto-justificatif, mais c'est pour dire qu'il a été largement attaqué au cours de sa carrière et caricaturé par ses opposants, notamment républicains, notamment, vous voyez ici, Haussmann le Castor, qui passe son temps à bâtir ici, et puis surtout, cette brochure célèbre, écrite par Jules Ferry, donc, et publiée en 1868, intitulée de manière évidemment ironique, clin d'œil aux contes fantastiques d'Hoffmann, donc les contes fantastiques d'Haussmann, pour dénoncer la dérive financière, disons, et la spéculation financière qui a eu lieu autour de l'aménagement de Paris. Voilà, donc j'en ai terminé, au pas de course un peu, avec Paris pour l'instant. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.